Eh bien voilà, donc je ne serai pas plus long d'ailleurs pour donner la parole à nos collègues qui sont là, et en particulier, donc, puisque tu vas revenir, prendre le micro, puisque je crois que tu as un problème de transport, tu dois rentrer assez rapidement. Tu as le temps? Alors, donc on respecte parce que c'était assez logique. Dans l'ordre du jour, c'était justement reprendre le thème de l'innovation en endovasculaire, peut-être en vasculaire de manière plus générale. Et c'est donc Jacques, qui est à la fois un collègue, mais un grand ami de l'Académie de chirurgie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais remercier tout d'abord les présidents, vice-présidents qui m'ont accueilli en décembre comme membre élu, et surtout mes deux parrains, deux grands chirurgiens vasculaires, Dr Abdelkor Benamou et Dr Koskas. Je les remercie très chaleureusement et bien amicalement. L'innovation endovasculaire est une histoire qui est longue, qui s'est accomplie sur plusieurs années. On va essayer d'en parler. Je voudrais vous dire qu'en effet, j'ai été fondateur avec Ted Dietrich de cette société. En 2023, nous avons fêté les 30 années d'anniversaire. Nous l'avions créé à Bordeaux à l'époque où j'étais chef de ma clinique. Le principal atout de l'innovation ces dernières années a été la chirurgie endovasculaire des anévrismes. Je dois l'avouer, il y a eu d'autres choses, mais je voulais vous le dire d'emblée. Regardons un peu, cependant, ce qui s'est passé par le passé. Bien sûr, vous reconnaissez Moniz, Dos Santos, Le Riche et Alexis Carrel avec ses ombres et ses lumières. Passons. Mais c'est surtout Charles Dauter, il était de l'Oregon, et en 64, ce radiologue que l'on appelait fou, Crazy Charlie, a, par des cathéters concentriques de plus gros diamètre, a réussi à faire une dilatation avec succès sur une artérite ischémiante. Et puis, des cerveaux de diverses spécialités cardiologiques, radiologiques, ici l'allemand, le suisse et l'américain, ont été des véritables pionniers dans ces techniques. Vous connaissez tous le cathéter de Fogarty. Il y en a à peu près 1 ou 2 millions par an qui sont implantés, toujours. Le brevet a été rompu au bout de 20 ans, mais Fogarty, Thomas Fogarty, j'ai la chance de le connaître, il a été président de notre société, et celui qui l'a inventé en pêchant la truite dans une rivière. Son bouchon s'est coincé entre deux pierres, il a ramené des algues, il s'est dit on pourrait faire ça avec le thrombus. C'est une histoire vraie qui vient de lui-même. Mais Palmaz, Joe Palmaz, que je connaissais bien et que je connais encore très bien, il s'est reconverti dans le vin à Napa Valley, Palmaz Vineyard. Il a proposé ce petit bout de métal inoxydable, inox marine, moi qui suis marin, et il a remplacé les endardectomies, il a remplacé les pontages par ce procédé qui on peut dire a fait fureur au cours des années. Il est toujours en place. Ce changement fondamental a été une véritable révolution. Je voudrais quand même honorer nos maîtres français, qui étaient d'ailleurs membres de l'Académie, surtout Charles Dubos. Est-ce que vous vous en rappelez, messieurs, dames? Bien sûr. Il a fait la première homogreffe en urgence sur un anévrisme qui était rompu, je crois. Et Debaquet a suivi à Houston, Texas. Debaquet, d'origine libanaise, un homme très dur au bloc, mais qui a été quand même un grand professionnel, qui a opéré énormément de monde, des célébrités, notamment Helsinki en dernier, et qui a fait de l'instrumentation. L'endovasculaire aortique repair, c'est quelque chose dont je vous parlais, qui est resté actuellement, et c'est vraiment le point d'orgue sur lequel nous insisterons. Dr Dietrich a été notre maître avec le docteur Donald Reed. Nous avons passé beaucoup de temps avec lui. Albert Claude était, on peut dire, son chouchou parisien.
Nous l'avons fréquenté très longtemps et il nous a ouvert la voie et nous le regrettons. Un gliome cérébral, un glioblastome cérébral radio-induit l'a emporté, malheureusement. Il avait quand même reçu, puisqu'on parle des innovations, de la Société vasculaire US, l'Award of Innovation. Ce n'est pas rien. Et tous ces gens ont reçu cette médaille des innovations et ils ont tous contribué de près ou de loin au développement de la chirurgie vasculaire. Ça, ce sont les présidents de notre société. Vous voyez Donald Reed au milieu. J'étais juste le précédent, mais il y avait des grands noms que je vous laisse voir. Maintenant, il y a eu une féminisation, ce qui est normal. Et puis, Dr. Oderich de Texas, peut-être que nous l'inviterons un jour. Ce fameux Joan Parodi, qui était chirurgien vasculaire à Buenos Aires, en Argentine, a trouvé ce principe en 90. Il l'a publié et nous l'avons suivi finalement. Il a publié, ça a été une... Mais finalement, Nicolas Bodolos, un Ukrainien qui appartenait à l'URSS à l'époque, avait déjà commencé. Ça s'est pas su parce qu'il y avait le rideau de fer et il avait traité cet énorme anévrisme thoracique saciforme avec succès. Nous l'avions invité à Phoenix, il est décédé maintenant, mais un héros méconnu. Ensuite, il y a eu les systèmes modulaires repris par un Français, Mial, et puis une accroche supraortique. Tout ça, ce sont des améliorations qui ont eu lieu, et surtout au niveau des explorations, l'IRM, l'angiographie et le scanner. Ici, c'est les mesures de notre ami et maître Rodney White de UCLA, les mesures qui étaient importantes pour faire les... Et ça, c'était les comités de réflexion avec tous ces messieurs. Brian O'Cupson a fait la première d'un anévrisme rompu avec endoprothèse. Et ces Australiens, May et White, qui ont malheureusement disparu, ils ont classifié le petit tendon d'Achille qui peut exister, les endophytes, qui sont des reperméabilisations, la plupart venant à rétro des artères mésentériques et lombaires. Voilà notre ami Jim May avec Dr. Reed, Mr. Reed. Gilles Smith participait aussi à l'endotension. Malheureusement, il est mort sur la table opération d'une valve aortique. Il y a eu quand même pas mal de dégâts, comme vous voyez. Le professeur Wyss de New York est toujours en place. Il fait un grand congrès au mois de novembre. Mademoiselle Koskas a gagné le Grand Prix des Associates Faculty. Elle est là présente. Elle va vous parler tout à l'heure. C'est un grand congrès et nous le suivons de très près. Et bien sûr, il a été un des premiers à travailler aux États-Unis sur les endoprothèses. Roy Greenberg, Cleveland Clinic, une des meilleures cliniques du monde, et McElday, qui a fait la première endogreffe thoracique et l'a publié dans The New England Journal of Medicine, un journal de référence. Maintenant, on va plus loin, on fait des reconstructions fenêtrées ou branchées. Ça devient complexe, ça coûte très cher au niveau du matériel, ça consomme beaucoup de produits de contraste, beaucoup de temps, beaucoup de matériel. C'est réservé à des centres, je dirais, d'excellence, entre guillemets. Timothy Schuster de San Francisco a commencé les cas de branchés. Ça, c'était des gens quand même remarquables dans leur recherche. On avait essayé des airbags pour essayer de fermer ces anévrismes. Ça n'a pas marché. Il n'y avait pas d'accroche supérieure et ça glissait. Ça a été un échec. Le sandwich, ce sont des branches, d'endoprothèses qui sont accolées à l'aorte principale. Ça laisse des gouttières. Il faut faire attention. Ce n'est pas une technique parfaite. Ça a été développé par notre ami de Sao Paulo, Armando Lobato, que nous connaissons bien.
Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, je suis obligé de vous en parler parce qu'on va aller peut-être vers l'endobental. C'est l'endoprothèse valvulaire aortique qui s'appelle TAVI. Notre cher Alain Cribier, qui est décédé il y a moins d'un an, a eu du mal à mettre ça au point, mais c'est devenu un grand succès. Et ce n'est pas arrêté, ça ne s'arrêtera pas, c'est comme ça sera de plus en plus. Je vous montre notre dernier cas, c'était un VIP, nous l'avons fait il y a quelques jours, un gros anévrisme de 6 cm, un peu déporté, tout s'est bien passé, mais il a fallu que j'utilise un cathéter orientable que beaucoup d'entre nous commencent à utiliser pour cathétériser dans des conditions aiguës, difficiles, les chemins que doivent prendre les cathéters pour mettre les... Voilà. Juste un mot, ça, ce n'est pas un scanner, mais c'est le dernier TEP scan, tomographie positionnelle, positon. Nous allons l'avoir à la clinique il y a très peu en France, et c'est surtout pour les cancers, mais je pense que ça ira peut-être au vasculaire. Quel est le futur? L'endobental, le bental, je vous rappelle, développé par Sir Bental en Angleterre, qui était le changement de l'aorte thoracique ascendante, des valves avec réimplantation des coronaires. Eh bien, on commence, certaines équipes, Montpellier, certaines à Paris, d'autres ailleurs, commencent à le pratiquer. Il y a aussi peut-être la thérapie cellulaire qui limiterait l'expansion de l'aorte, mais là, on est peut-être dans l'IRL. Et puis, surtout, l'intelligence artificielle qui commence à aller très, très loin dans les supports de sizing pour les endoprothèses, de prédiction des complications. Nous y sommes et il faudra composer avec ça. Ça, c'est notre clinique et je vous remercie de votre attention. Bien. Jacques, merci beaucoup de ce survol de pratiquement un grand morceau de siècle, hein. On va peut-être ouvrir le débat sur cette présentation. Y a-t-il des questions, des questionnements? En attendant que ça vienne. Deux éléments. C'est Jacques Oudot aussi qui était dans la boucle pour la première prothèse aortique. Avec oui, je t'en veux beaucoup de ne pas avoir cité Jacques Oudot. Oui. Non, mais Matière positive à sauter. c'est pas pour ça que je fais la remarque, c'est qu'en fait, la première communication a été faite à la tribune de l'Académie de chirurgie. Non, non, mais tu peux pas tout savoir. Bon. Et la première publication, c'est 1950, Jacques Oudot, Jean Nathalie. Et la deuxième chose, c'est que la pêche à la ligne, ça a du bon. Parce que figure-toi que quand on a voulu domestiquer la lumière et l'électricité, on s'est dit, bon, ils se sont dit, il faut créer une ampoule électrique. Et toute la question, c'était le fil qui était dans l'ampoule, qui était capable de maintenir la lumière sans chauffer. Et Edison, il allait à la pêche et il a vu qu'il y avait un voisin qui avait une canne en bambou et qui je ne sais plus, elle n'avait pas brûlé, mais elle était noire, enfin bon, je ne sais plus exactement. Et donc, il a pris des fils de bambou alors qu'il avait essayé une quantité de matière pour créer la première ampoule électrique. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'a créée, puisque c'est un Écossais, je crois, Joseph Swan, qui l'a battu de 8 mois. Voilà. Voilà. Bien, moi j'ai une question pour toi, Jacques. Toi qui as la perspective, qui a été un pionnier, jusqu'où ne pas aller trop loin avec l'endovasculaire? Parce que c'est la vraie question. C'est vrai qu'en ce moment, peut-être que j'ai une vision un peu déformée, mais je ne peux pas toucher un malade en chirurgie ouverte qui ne soit pas métallisé, qui ne soit pas endoprothésé et réendoprothésé et réendoprothésé. Donc, où on s'arrête? Je vais répondre à ta question en ouvrant le débat de la formation des jeunes chirurgiens. Les jeunes chirurgiens veulent
être à la page, veulent faire de l'endoprothèse, veulent faire des aortes thoraciques branchées, mais ils ont oublié souvent les grands principes de chirurgie ouverte. Pourquoi? Parce qu'on ne on ne leur apprend pas forcément dans leur propre service. Donc la question, elle est plus grave que ça. Est-ce que nos jeunes chirurgiens pourront ouvrir une plaie hémorragique de la fémorale et la suturer plutôt que de faire une embolisation? Tout ça, c'est très grave et je me tourne vers les professeurs des services. Par exemple, Fabien, notre Fabien, le Clermontois. Est-ce que tu apprends à tes élèves de la chirurgie ouverte où tu leur fais endo, 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 endo? Alors, merci Jacques, merci Fabien là, de me donner la parole là, sur ce sujet qui est évidemment un sujet qui me tient à cœur. Je dirais que, avant de parler du présent, moi déjà dans ma carrière académique, j'ai eu la chance d'être formé et d'avoir tous les enseignements de la chirurgie vasculaire à Strasbourg, pour ne pas citer, avec mes maîtres qui ont toujours prôné la maîtrise de l'ensemble des actes techniques, aussi bien d'innovation, comme on vient de le parler, mais également de l'héritage du savoir-faire qu'on a. Depuis 3 ans, effectivement, j'ai repris un service entier donc à Clermont-Ferrand. Et c'est mon credo et c'est ce que je veux enseigner. Et pour exemple, ces endoprothèses dont on connaît, qui est à la limite, je le montrerai tout à l'heure, c'est grosso modo 50% de l'activité de chirurgie aortique qu'on fait. Et dans toute cette chirurgie aortique, sur l'année, il y a environ, là, la semaine dernière, il y a eu un cas qu'on a réalisé, une dizaine d'explantations. C'est-à-dire l'intervention ultime. On n'a pas au départ opéré le patient avec une chirurgie ouverte parce qu'on s'est dit on va lui faire donc une endoprothèse, excusez-moi un petit peu la vulgarisation des termes, parce que ça va être plus simple, parce que moins invasif. Oui, c'est vrai, les résultats à 30 jours sont meilleurs. Et puis finalement, après de multiples problématiques de fuite, d'endofuite qui ont été décrites, d'embolisation, on finit par lui faire une chirurgie ouverte plus complexe que celle qui aurait été faite au départ, avec moins de chances de survie en termes de balance bénéfice-risque, mais parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, effectivement. Donc là, ce que je veux dire, c'est que je me fais fort en fait de continuer à essayer d'enseigner cela et puis de transmettre cela, à savoir cette maîtrise technique de tous les outils thérapeutiques. Et le vrai sens de notre métier, c'est d'avoir un arsenal le plus complet possible et de proposer aux patients, selon différents paramètres, le choix le plus adéquat. Et le bon choix n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est choisir à un moment donné. Il faut accompagner. Et je crois qu'il faut le faire en âme et conscience, en toute éthique parlante et de choisir. Ce matin, avant de venir, j'ai discuté, alors que le patient est relativement jeune, avec l'anesthésiste pour faire une revascularisation du carrefour pour une maladie occlusive sévère. Hors de question pour moi de faire de l'endo, alors qu'on en fait très régulièrement parce que la maladie descend très loin sur les fémorales. Malheureusement, pour un contexte pulmonaire et tout, on va faire un pontage axillo-bifémoral. Voilà. Tu explantes aussi, toi. Voilà, on explante pas mal. On a une question qui nous vient de Brice Gaillet. du Brice Qui est en Gaillet, ligne. qui est en ligne. Brice, distance. tu as la parole. Ça me fait plaisir de te saluer. Messieurs, bonjour. Patrice Non, Gaillet, pardon. je ne suis hélas pas Brice Gaillet, j'ai pas ses mains, j'ai son talent. Je ne suis que Patrice Gaillet à Besançon Vasculaire. Bonjour à tous, chers maîtres, chers amis. Je voulais juste défendre Monsieur Bourret qu'on a attaqué sur Monsieur Oudot en toute amitié. Monsieur Oudot, c'était pour une lésion occlusive, alors que là, le sujet, évidemment, ce sont les lésions anévrismales. Donc, j'aurais fait le topo moi-même, je n'aurais pas cité non plus Monsieur Oudot, puisqu'on ne parle pas de lésion occlusive, mais anévrismale. Mais ça, c'est tout. C'est une plaisanterie. Mais effectivement, 90% des gens qu'on opère aujourd'hui le sont par endovasculaire pour les anévrismes de l'aorte abdominale, parce que c'est mini-invasif. Mais il faut garder du bon sens pratique de chirurgie générale et de chirurgie tout court. Et il y a encore quelques patients, fort heureusement, qui sont adaptés à la chirurgie classique ouverte, avec quand même une morbimortalité qui est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était quand j'étais étudiant il y a 30-35 ans. Donc, moi, je pense surtout qu'il faut garder du bon sens, comme le disait mon collègue de Clermont-Ferrand. Il y a encore des malades en chirurgie ouverte, mais c'est comme la vésicule, hein, qui fait encore des vésicules laparo en première intention. Évidemment, tous les digestifs feront de la célioscopie. Donc, il faut savoir opérer, évidemment, c'est l'adage de notre génération à nous, mais effectivement, nous, à Besançon, on a quelques chefs de clinique qui sortent de formation sans avoir ouvert un ventre.
Donc, effectivement, à nous, vieux chirurgiens, entre guillemets, de continuer à enseigner cette chirurgie ouverte, même si 90% des patients sont opérés en endovasculaire. C'est vrai. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Patrice. En effet, c'est l'éducation de la main chirurgicale des plus jeunes. La main qui acquiert une expertise, qui a des yeux au bout des doigts, comme le disent certains. C'est un peu ça qui manque à la plupart. Les terrains d'expérimentation, de prise en compte du malade chirurgical classique devient de plus en plus difficile. Dans le service de la Pitié-Salpêtrière de niveau 3, où on n'opère que des complications d'endovasculaire, des trucs terribles, trop compliqués, les plus jeunes ont du mal on a du mal à leur donner la main sur les patients. Donc, il leur manque la possibilité de s'entraîner suffisamment, d'avoir une main qui devient intelligente. Et ça, c'est un vrai problème. L'endovasculaire nous prive d'un terrain d'apprentissage. Alors, je me permettrai de faire une petite remarque, notamment par mon confrère docteur Gaillet. D'abord, il y a certains centres tertiaires, même beaucoup je connais, où on n'est pas à 80%, mais bien 50% de chirurgie open et chirurgie endovasculaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui finalement se redit le plus en plus au niveau de l'international sur les congrès. Et l'autre chose, c'est que personnellement, sur les 3 années qui viennent de passer, j'ai reconstruit une équipe de zéro. Et l'objectif était qu'ils sachent maîtriser justement des clampages, des chirurgies très complexes. Et alors maintenant, c'est intéressant, c'est quand on fait un stade de programmation, il y a un écart d'âge de 20 ans avec mes collaborateurs. Et maintenant, c'est eux qui me poussent en fait à faire des chirurgies ouvertes. Quand je leur dis, tiens, on va faire une endoprothèse, ils me disent, bah non, finalement, écoutez, franchement, regardez, on sera beaucoup plus simple et tout. Donc, je me dis que j'ai gagné finalement un pari parce que ils vont pouvoir faire perdurer une chirurgie qui est encore d'actualité.